Bonjour à tous. Alors, avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je tiens à remercier les organisateurs de ces journées nationales pour cette invitation. Voilà, je suis très heureuse d'être ici parmi vous pour vous proposer donc quelques pistes de réflexion. Et à ce moment de la matinée, peut-être vous proposer un pas de côté ou plutôt un pas en arrière, puisque ce que je vous propose ici, c'est de replacer la rénovation urbaine dans une histoire plus longue, une histoire faite d'inflexions, de tensions, de tentatives qui, depuis les années 70, ont cherché à formuler une vision politique, sociale et culturelle de la transformation urbaine des quartiers. Alors pour entrer dans cette histoire, je vais suivre une trajectoire singulière, celle de Roland Castro, dont il était question plus tôt. Donc il ne s'agit pas ici, bien sûr, d'en faire une figure tutélaire, mais de l'approcher parce que son parcours nous offre un point d'entrée, un fil rouge pour traverser plusieurs séquences de l'histoire de l'intervention urbaine en banlieue, allant des expérimentations des années 80 jusqu'aux prémices de la rénovation urbaine dans les années 90-2000. Alors cette réflexion, elle s'appuie sur une journée d'études, dont vous voyez ici l'affiche et le programme, une journée qui a été organisée récemment par le Comité d'histoire de la politique de la ville et qui était donc intitulée « Roland Castro, architecte politique ». Donc cette mise à plat, elle nous a montré que Roland Castro n'avait pas seulement été un maître d'œuvre ou un intellectuel engagé, mais qu'il avait porté une vision qui franchit les disciplines, interpelle les institutions, mobilise les élus. Une vision qui ne se résume pas à un style ou à une méthode, mais qui pose la question centrale de ce que la ville peut et doit faire pour la société. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de considérer cette trajectoire donc comme un poste d'observation pour voir comment une vision peut infuser l'action publique, parfois la déplacer et parfois l'augmenter. Et donc c'est précisément dans cet écart entre la vision initiale et ses multiples mises en œuvre que se joue finalement peut-être ce qu'a été et ce que peut encore être la rénovation urbaine. Alors avant d'entrer dans l'histoire de banlieue 89 à proprement parler, il faut prendre le temps d'un retour en arrière. Parce que ce que cette mission engage à partir de 83 ne surgit pas de nulle part. Et ces principes, ces méthodes s'enracinent dans un terreau plus ancien, un terreau fait de critique, d'expérimentation et de prise de position formulée dès les années 70. Comme l'a rappelé Jean-Louis Violo lors de la journée du comité, deux grandes dynamiques traversent alors toute une génération. Donc d'un côté, il en a été question plus tôt, la remise en question du mouvement moderne, dont les grands ensembles deviennent à la fois le symptôme et le symbole, et de l'autre, une politisation de plus en plus forte de la question urbaine. Donc, Roland Castro, on peut le dire, s'inscrit dans ce double mouvement. Diplômé à la fin des années 60, donc dans un système, dans un moment de refonte de l'enseignement de l'architecture, il va faire partie de ceux qui, selon ses mots, apprennent à travers une leçon négative de la ville. Dans les luttes étudiantes, dans les revues militantes, comme ici MELP, revue à laquelle il participera activement, une critique va s'affirmer. Une critique de la Charte d'Athènes qui est accusée, entre autres choses, d'avoir effacé les formes héritées de la ville. Roland Castro écrira... Pardon. Est-ce que c'est mieux? Parfait. Donc Roland Castro écrira à ce propos « Le concept d'égalité mis en œuvre par le mouvement moderne a pris la forme d'un processus d'éradication, des géographies, des consistances diverses, des mémoires et des paysages. » Comme d'autres architectes de sa génération, il va donc chercher à renouer avec le déjà là
et explorer cette posture à travers plusieurs concours dans les années 70, comme ici le concours de la petite roquette, où il va imaginer un projet fait de discontinuité, de rupture d'échelle, et où il va expérimenter ce qu'il appelle un retour aux invariants urbains, à savoir les rues, les places et les angles. À la fin des années 70, un tournant s'opère. Roland Castro, accompagne Michel Cantal-Dupart et Antoine Stinco, sont missionnés par la direction de la construction pour enquêter sur 29 opérations de logement allant des grands ensembles aux cités-jardins. De ce travail naît un rapport dont on aperçoit ici des extraits, mais surtout ce qui émerge, ça va être une conviction. Celle que penser le projet ne suffit pas, mais qu'il faut aller plus loin et interroger les conditions mêmes de production de la ville. Donc déjà là, on va avoir apparaître plusieurs fils rouges. Refus de la standardisation, revalorisation de l'habitant et des usages, et une articulation étroite entre urbain, social et symbolique. En 82, donc peu après l'arrivée de la gauche au pouvoir, Roland Castro va être de nouveau missionné par la direction de la construction, mais cette fois-ci pour imaginer une dizaine d'opérations modèles. Et autour de lui va se former un petit groupe d'architectes et de maîtres d'ouvrage. Très vite va s'affirmer une volonté d'agir spécifiquement sur la banlieue. Mais à mon sens, l'essentiel est ailleurs. C'est la méthode qui se met en place à ce moment-là. Dans cette idée énoncée très tôt que la commande, donc architecturale ou urbaine, doit naître d'un dialogue, d'un échange entre l'élu, qui est en prise directe avec le terrain et les habitants, et l'architecte, qui est le porteur d'une vision. Cette idée qui sera au centre de Banlieue 89, je vais revenir là-dessus. Et donc justement, en parlant de Banlieue 89, c'est dans ce contexte que Roland Castro décide de franchir une nouvelle étape et d'élargir le cercle de la réflexion en l'apportant à un niveau politique. Pour cela, il choisit d'alerter directement François Mitterrand sur l'urgence d'agir dans les banlieues. Avec Michel Cantal-Dupart, qu'on voit ici à gauche de la photo, ils invitent le président à prendre de la hauteur, littéralement, puisqu'ils vont organiser en juillet 83 un survol en hélicoptère de la périphérie parisienne. Donc l'image est forte, elle va faire date, et quelques mois plus tard, les deux architectes vont être missionnés par Matignon. Donc leur feuille de route, repenser le pourtour de Paris, proposer des solutions concrètes pour les banlieues et impulser des projets exemplaires. Donc si la démarche paraît inédite, en réalité, elle ne part pas de rien, puisque dès les années 70, des dispositifs comme Habitat et Vie sociale ou ensuite la Commission nationale pour le développement social des quartiers, la CNDSQ, dont on a vu hier, dont on voyait tout à l'heure des extraits du rapport de Dubedou, donc ces dispositifs avaient déjà posé les bases d'une approche croisant intervention urbaine et accompagnement social des quartiers. Mais Banlieue 89 va franchir un cap, puisqu'il s'agit non plus de penser à l'échelle du quartier, voire parfois même du bâtiment, mais d'intervenir sur la ville dans son ensemble. Et donc, en décembre 83, une assemblée fondatrice est organisée à la Mutualité autour d'un principe fort, faire émerger des projets en banlieue en s'appuyant sur des couples maires-concepteurs. On retrouve ici ce fameux parti pris énoncé un an plus tôt. Et 2 mois plus tard, pardon pour la qualité un petit peu, voilà, l'image est un peu pixelisée. Donc, 2 mois plus tard, en février 84, 72 propositions sont dévoilées dans une exposition qui est conçue pour parler au plus grand nombre. Dessins abstraits, slogans, couleurs vives, tout est pensé pour rendre les projets lisibles et désirables.
68 maires vont participer à ces premiers projets, dont près d'un quart issus de l'opposition. Mais ce qui est peut-être encore plus fort que les projets eux-mêmes, c'est le renversement symbolique que propose Banlieue 89. Ce n'est pas un programme technique ni une politique de rattrapage, c'est vraiment une volonté d'inverser les regards. Pourquoi les centres-villes auraient-ils droit aux opéras et les banlieues au MJC? Faire des banlieues aussi belles que les villes. Faire de Paris la banlieue de la Courneuve. À travers ces formules, mais aussi à travers les événements, les visuels, les fêtes, c'est une vision profondément démocratique et enchantée de la ville et de la banlieue qui s'affirme. Cette pensée, elle culmine en 85 lors des assises de la mission avec la présentation d'un projet de Grand Paris pensé depuis les marges. Contre la logique centralisatrice, Banlieue 89 va proposer une autre lecture du territoire. Un quadrillage, donc figure démocratique par excellence, des carrés d'1 kilomètre sur 1, chacun ponctué de ce que la mission appelle des lieux magiques, à savoir des centralités nouvelles à révéler ou à inventer, et qui sont dans l'exposition présentée sous la forme d'aquarelles. Sur le terrain, cette pratique, elle prend corps dans une pratique du dialogue. La mission décloisonne, élus, concepteurs, habitants, promoteurs travaillent ensemble. Non pas dans une concertation formelle, figée, mais dans une coopération active, toujours portée par une vision commune. Donc Banlieue 89 se déplace, va sur les territoires, comme ici où des camions affrétés par la mission sillonnent la France en plein hiver 84 pour aller à la rencontre des habitants. En 3 ans, c'est plus de 200 projets qui vont être engagés. Mais en 86, la cohabitation interrompt brutalement la dynamique et 2 ans plus tard, la création de la délégation interministérielle à la ville, la DIV, modifie son pilotage. La mission va être marginalisée et elle va se tourner vers une production plus théorique jusqu'au début des années 90, donc date à laquelle la mission disparaît définitivement. Alors malgré tout, elle laisse une empreinte bien réelle puisque près d'une centaine de projets vont être réalisés dans les banlieues en France. Donc ici, la Citadelle douce à Hérouville-Saint-Clair et ici, le bateau de Mont-Saint-Barreul, qui sont 2 exemples parmi tant d'autres. Donc ces projets, ils ne vont pas tous avoir la même portée, ni même la même qualité, mais tous vont avoir à leur manière contribué à installer, à faire exister une autre manière d'agir sur la ville. Donc Roland Castro, aux côtés de son associée Sophie Denisov, va réaliser plusieurs de ces projets, au Minguette à Vénissieux notamment, et à Oulin, ici, où va s'esquisser une posture qu'ils vont prolonger pendant les décennies suivantes. En effet, à partir des années 90, une nouvelle phase s'ouvre. Le temps de la grande geste collective de Banlieue 89 va s'achever et Roland Castro entre dans une autre temporalité, celle d'un travail plus patient, plus enraciné dans les réalités concrètes de la maîtrise d'œuvre. Avec l'agence, ils affinent une méthode qu'ils appellent le remodelage. Une manière de transformer sans faire table rase, de partir de ce qui est déjà là, même contraint, même abîmé, pour ouvrir d'autres possibles. Donc, le croquis qu'on voit ici illustre cette méthode. Percer, greffer, réorganiser, toujours à partir d'un diagnostic de terrain. Une manière de déjouer les logiques standardisées, de révéler ce que ces architectures ont de transformable. Et c'est important de le préciser par rapport à ce qui a été dit plus tôt dans la matinée. Roland Castro refuse la démolition systématique ou la démolition spectacle.
Pour lui, la démolition est clairement un acte traumatisant pour les habitants, il n'est pas neutre, et donc il va s'opposer à la démolition systématique. Par contre, il y a recours, il n'est pas non plus contre lorsque la situation ne permet pas, enfin que les logements sont trop insalubres, que la vie ne peut plus avoir lieu dans ces bâtiments. Là, oui, effectivement, il va être d'accord avec le principe de démolition. Donc il s'agit pas non plus de se contenter d'ajustements à la marge. Et c'est justement ce qui va se jouer à Lorient. Donc, 3 barres tournent le dos au port, l'une d'elles est percée, une rue recréée, les volumes sont retravaillés et les typologies, dont on voit ici un extrait, sont retravaillées. Donc ces projets, ils ne vont pas uniquement avoir pour intention de réparer ou d'embellir, mais véritablement de recomposer un quartier, de redonner une orientation, une porosité, une lisibilité, et passer, selon les mots de Roland Castro, du pire au vraisemblable. Ce projet de Lorient, il marque aussi un tournant dans la manière de faire avec les habitants. On écoute, on recueille les récits, les attachements, et l'architecture devient véritablement un levier de dignité. Sophie Denisov et Sylvia Kasi parlent d'un projet démonstrateur, la preuve par le réel qu'un autre type d'intervention est possible. On retrouve cette logique à Douchy-les-Mines, mais aussi ici à la Caravelle, à Villeneuve-la-Garenne, où le projet vise à transformer un ensemble monolithique. Donc les barres vont être de nouveau redécoupées, réinscrites dans un système d'îlots plus lisible. Le tissu est retravaillé dans son épaisseur, recomposition foncière, clarification des statuts et requalification des espaces. À Boulogne-sur-Mer, là de nouveau, un quartier, mais cette fois-ci délabré et surtout isolé. Donc l'agence va poursuivre sur le même fil, celui d'un urbanisme qui, je cite, narcissise les habitants. Autrement dit, qui restaure l'estime, permet de se projeter et fabrique du commun. Une colonne vertébrale urbaine est créée, des adresses sont elles aussi recréées. On va redonner des continuités, des horizons. L'arrivée de l'ANRU au début des années 2000 va marquer un changement d'ambition du projet, mais il s'adapte, car pensé dès le départ pour pouvoir accueillir des évolutions. Roland Castro parle à ce propos de sédimentaire délibéré. Autrement dit, l'idée d'une trame suffisamment souple pour intégrer les transformations sans renier le projet. Et dans cette idée, on retrouve cette fameuse conviction formulée dès les années 70, selon laquelle la ville est faite de strates et qu'aucune intervention, même la plus ambitieuse, ne peut prétendre à la dernière parole. La ville continue, elle s'épaissit, elle se transforme et le remodelage, finalement, n'est qu'une strate de plus, une étape parmi d'autres. Et quand Frédéric Cuvillier, l'ancien maire de Boulogne, revient sur cette collaboration, ce n'est pas un plan ou un projet qu'il retient, c'est une vision. Et peut-être que c'est ça, au fond, que révèle cette ultime phase, puisque si Banlieue 89 avait été le temps de l'imagination au pouvoir, les années 90-2000 marquent un autre moment, plus discret, plus patient, plus situé, mais finalement l'essentiel demeure, puisque, comme le résume Sophie Denisov, ces projets, c'est toujours une rencontre avec un maire. Roland Castro garde cette conviction tout au long de sa carrière que toute transformation passe par un dialogue entre vision urbaine et volonté politique. Alors pour conclure, bien sûr, Banlieue 89, comme le parcours de Roland Castro, ne forme pas un modèle à reproduire. Ce sont des expériences situées, inscrites dans un moment politique, institutionnel, culturel particulier, mais elles nous laissent une exigence,
celle de regarder l'urbain autrement, non comme un empilement de normes, de procédures, mais comme un espace traversé de récits, de projets collectifs et de visions. Roland Castro a accompagné une transformation, donc des premières expérimentations du début des années 80 jusqu'à l'émergence d'une politique nationale de rénovation urbaine, et son parcours trace une ligne marquée par cette conviction que transformer la ville, c'est toujours affirmer une vision du monde. En ce sens, il fut sans doute autant, voire moins un bâtisseur qu'un passeur, mais un passeur habité, exigeant, inlassable, un passeur pour qui l'urbain n'a jamais été neutre, et c'est peut-être là, au fond, l'essentiel de son héritage, ne jamais dissocier la transformation des lieux du récit que nous voulons y écrire. Voilà, merci beaucoup.